Le terme astrologie a pris de nombreuses significations, mais cette présentation expliquera très clairement aux spectateurs comment elle fonctionne et comment elle démystifie la cosmologie du hasard. Lorsqu'on évoque l'astrologie, les gens réagissent souvent en disant « Qu'est-ce qu'un tas de boules de gaz enflammées flottant à des billions d'années-lumière dans l'espace a à voir avec moi et ma conscience ?» C'est une absurdité du New Age. La science peut facilement la réfuter. Si la Terre se déplaçait réellement dans l'espace, il en irait de même pour tout le reste et il n'y aurait pas de constellation cohérente. Toutes les autres planètes, étoiles et systèmes stellaires se déplaceraient dans des directions aléatoires et seraient introuvables. Je ne suis pas là pour vous donner des faits, mais pour vous faire réfléchir. Si vous êtes vraiment curieux, laissez-moi vous montrer ce qu'est vraiment l'astrologie. Comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne et comment elle prouve que nous vivons dans une réalité spéciale. Commençons. L'astro-théologie est la religion du hasard. Et si je vous disais qu'il existe une histoire secrète du monde qui a été transmise pendant des siècles et qui a ensuite été transmise aux sociétés secrètes? Je sais que la plupart d'entre vous trouvent cela absolument ridicule, mais une grande partie des personnes qui ont créé notre histoire croyaient en l'occultisme. Les historiens de l'Antiquité nous apprennent qu'en Égypte, en Grèce et à Rome, les temples publics de Thèbes, d'Éleusis et d'Éphèse possédaient des écoles du mystère. C'est là que la méditation et les techniques occultes ont été enseignées à certains des plus grands dirigeants de l'Antiquité. Certains consacraient des années à se préparer à ce voyage, comme Platon, Échille, Hérodote, Alexandre le Grand, César, Auguste, Cicéron et bien d'autres. Ces personnages ont été initiés à une philosophie secrète, un enseignement secret qui a été supprimé et caché à l'époque moderne. Parmi les exercices pratiqués dans ces écoles figurent la privation sensorielle, les exercices de respiration, les drogues hallucinogènes et différentes manières de rediriger les énergies sexuelles et organiques. Le but de ces exercices était de provoquer un état de conscience altéré, ce qui permettrait à ces initiés de voir le monde d'un point de vue complètement différent. Dans le monde antique, la compréhension de la réalité, ou le dévoilement de la véritable nature de la réalité, était l'un des secrets les mieux gardés. Cet art sacré est devenu hérétique, et si quelqu'un était pris à pratiquer ces arts sacrés, il était sévèrement puni. La vérité, c'est que ce savoir sacré n'a pas disparu. L'élite dirigeante a continué à être enseignée en secret. Pour les masses, ils n'ont poussé que les compréhensions exotériques de ces enseignements sacrés. Les médias grand public nous parlent des Illuminati, généralement avec une pointe d'humour pour rassurer le public sur le fait qu'il ne s'agit que d'un stupide club de millionnaires. Ce dont on ne parle guère, c'est des Rose-Croix, des Eastern Stars, des Chevaliers Templiers, des Skulls and Bones et d'innombrables d'autres groupes dont nous ne savons sûrement rien. Il est communément admis que ces clubs secrets existent pour conserver certaines connaissances et maintenir un certain niveau de conscience parmi les masses par le biais de médias tels que la télévision, les médias sociaux, les films et les jeux. Ils y parviennent en injectant des éléments de vérité dans des mensonges fantaisistes, de sorte que la vérité se trouve juste devant nous, mais ne peut être distinguée sans comprendre les paraboles ou l'art de l'allégorie. C'est la science qui décide de ce qui est réel, de notre raison d'être et de ce que sera notre vie après notre mort. C'est très difficile pour beaucoup d'entre nous d'accepter que quand vous mourrez, c'est fini. Au lieu de craindre d'être brûlé sur le bûcher, le magicien moderne doit craindre de voir sa réputation ruinée. La plupart de mes commentateurs, qui font des commentaires négatifs sur l'idée de la Terre plate, n'ont que peu ou pas de compréhension de l'occultisme. Ils pensent que la seule façon pour moi d'abandonner le modèle du globe terrestre est que la Terre plate soit prouvée scientifiquement. Des concepts tels que la réception de connaissances d'une entité d'au-delà du voile ou la pensée qu'il existe des groupes secrets de personnes supprimant la conscience de la race humaine, ces concepts sont souvent perçus comme l'incarnation de la folie. Pourtant, un nombre surprenant de personnalités célèbres ont secrètement cultivé l'ancienne philosophie et les états mystiques enseignés dans les sociétés secrètes. Charlemagne, Dante, Jeanne d'Arc, Shakespeare, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Bach, Mozart, Beethoven et même Napoléon. Les millionnaires n'ont pas besoin d'astrologues, les milliardaires en ont besoin. JP Morgan. Aujourd'hui encore, de nombreuses entreprises parmi les plus prolifiques utilisent l'astrologie pour leurs affaires comme Chase, JP Morgan,
Apple, ainsi que de nombreux traders entre guillemets chanceux de Wall Street. Certains prétendent même que le gouvernement des États-Unis fait appel à des astrologues, ainsi qu'à d'autres médiums spécialisés dans différents domaines. Il est de notoriété publique que des civilisations anciennes entières ont été construites sur les bases de l'astrologie. Plusieurs pyramides et temples correspondent encore aujourd'hui à des constellations dans notre ciel. Les anciens vénéraient les planètes comme des dieux, et ces dieux avaient tous une histoire. Ces mythes les aidaient à savoir quand planter des graines, planifier des guerres et quand récolter. L'expression « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » indique que les mouvements de ces corps célestes reflètent les événements sur Terre. L'énergie électromagnétique qui émane de la lumière de ces étoiles crée une vibration spectrale spécifique, influençant subtilement le fonctionnement interne du monde d'en bas. La plupart des personnages célèbres que j'ai mentionnés avaient des systèmes de croyances dont on se moquerait en raison de la pure contradiction avec ce que la science moderne nous dit aujourd'hui. Et pourtant, il s'agit de certains des êtres humains les plus talentueux et les plus remarquables de l'histoire. Devons-nous supposer qu'en raison des avantages intellectuels et technologiques de la science, ces personnes du passé étaient tout simplement incultes ? Vous serez surpris de constater que, même à l'époque moderne, de nombreuses personnes conservent les mêmes croyances. Il ne s'agit pas seulement de fêlés, de médiums escrocs ou d'auteurs fantastiques, mais aussi des fondateurs de la méthode scientifique moderne, des rationalistes, des pourfendeurs de la superstition. Supposerait-il que les personnes qui ont le plus contribué à façonner la vision du monde matérialiste et scientifique d'aujourd'hui aient secrètement cru en quelque chose d'autre ? Newton, Kepler, Voltaire, Thomas Paine, George Washington, Benjamin Franklin, Léon Tolstoï, Edison, Tesla, Gandhi et Wilhelm Reich en sont quelques exemples. Ce que la plupart des sociétés modernes n'ont pas encore compris, c'est que ces personnalités ont été initiées à une tradition secrète avec des éléments clés tels que la croyance dans les pouvoirs de l'esprit sur la matière, l'idée qu'ils étaient capables d'extraire des informations d'esprit incorporel. Les biographies des temps modernes passent commodément sous silence ce fait, et si elles le font, elles le considèrent comme un hobby, une aberration temporaire ou des idées amusantes avec lesquelles ces personnalités ont pu s'amuser, ou bien elles étaient simplement métaphoriques, mais jamais il ne se pourrait qu'elles aient été réellement sérieuses. Cependant, comme nous le verrons, Newton a traduit les tablettes d'émeraude de Thoth et a pratiqué l'alchimie pendant toute sa vie d'adulte. Il considérait l'alchimie comme son travail le plus important, pas la physique. Voltaire a pratiqué la magie cérémonielle pendant toutes les années où il a dominé la vie intellectuelle de l'Europe. George Washington a invoqué un grand esprit dans le ciel lorsqu'il a fondé la ville qui portera son nom. Et quand Napoléon disait qu'il était guidé par son étoile, il parlait du grand esprit qui lui montrait son destin et le rendait invulnérable et magnifique. L'histoire a toujours gardé ce savoir secret. Même à l'époque de Zarathustra, la sagesse secrète des écoles de mystère était indiquée par la tenue d'un rouleau de papier. Rien n'a changé, cette tradition s'est transmise au temps moderne et aujourd'hui les statues et les monuments qui subsistent des temps anciens sont imprégnés de cette doctrine secrète. Si seulement le monde savait que ces sociétés secrètes enseignent à leurs initiés comment voyager dans d'autres mondes à l'aide de leur corps astral, il pourrait voir la preuve par lui-même que l'esprit a bel et bien un effet sur le monde matériel. Des initiés ésotériques ont écrit sur ce sujet depuis des siècles, comme Paracels, Giovanni Battista della Porta, Cornelius Agrippa ou Emmanuel Swedenborg. Mais dans tous ces cas, les écrits s'adressent à des personnes déjà informées. Ces textes cachent autant qu'ils révèlent. Vous constaterez qu'il n'existe pas de guide concis sur Internet concernant ces enseignements secrets. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative dans l'espoir que les masses puissent recevoir ces informations et percevoir le monde d'une nouvelle manière. Je suis reconnaissant des bienfaits de la science, mais ce qu'elle est devenue, c'est une cosmologie. Et vous voyez, la science est excellente dans l'étude systématique de la structure et du comportement du monde physique. Mais ce qu'elle ne peut pas nous dire, c'est pourquoi nous sommes ici, ou comment la conscience est apparue. La cosmologie du hasard est ce qui domine la perspective de notre société sur la réalité. Inconsciemment ou consciemment, ils vous font croire que le monde est né du hasard. Ce principe de base implique pour toute votre structure de croyance que la vie n'a pas de sens. J'ai reçu des centaines de commentaires de chrétiens affirmant que la Terre plate est absolument ridicule. Quelle contradiction!
Et si vous êtes un tant soit peu religieux, ce qui n'est pas notre cas sur cette chaîne, c'est une supposition courante. Ici, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes uniquement des penseurs. Donc si vous êtes chrétien, vos croyances sont en contradiction avec la croyance que la Terre est une boule. Et c'est justement parce que le christianisme est issu de ces anciennes écoles de mystère qu'il est en contradiction avec la croyance que la Terre est une boule. Ce que les Romains appelaient le paganisme était la source de leur matériel. L'astrothéologie dans la religion. L'idée que les étoiles et la religion sont liées n'est pas nouvelle, loin s'en faut. Les étudiants en mythologie comparée l'ont souligné des centaines de milliers de fois. Nous ne pouvons pas regarder l'astrothéologie et la religion et nier leurs similitudes sans sourciller. Examinons donc cette suggestion et voyons si cette idée a une quelconque validité ou une quelconque place dans notre monde d'aujourd'hui. L'astrothéologie est peut-être un terrain d'entente pour les religions du monde, car on peut en trouver des traces partout dans le monde d'une manière ou d'une autre. Pouvez-vous vraiment nier les statistiques scandaleuses selon lesquelles il s'agirait d'une simple coïncidence ? Les premiers observateurs d'étoiles sur leur grande tour se trouvaient au pays de Babel. Ces observateurs étaient des prêtres astronomes, et à ce moment-là, il n'y avait pas de différence entre la science et la religion. Nous pouvons dire qu'il est presque certain que les sciences ont été cultivées à l'origine en raison de leur contenu religieux ou pour la raison qu'elles aident à soutenir les convictions religieuses des gens. Mais nous savons que les temples ont été les premiers collèges et que les anciennes tours et les palais des dieux ont été les premiers observatoires astronomiques. Manly P. Hall. Une légende bien connue raconte que les constellations ont été nommées par les bergers du monde entier. Surveillant leurs troupeaux la nuit, sans rien faire, ils laissaient leur imagination projeter des images de diverses créatures en reliant les étoiles entre elles pour former des motifs. Il est probable que ces bergers étaient des prêtres bergers ou des rois bergers des temps anciens. Les anciens prêtres savaient que l'astronomie était la science de l'anatomie de l'univers, et dans une certaine mesure, ces mêmes anciens croyaient que l'univers était le corps d'un dieu béni. Ils considéraient donc l'astronomie comme l'anatomie ou la physiologie du corps de la divinité. Cette divinité représentée comme ce dieu est étendue et distribuée dans l'infinie diversité de ses propres parties et membres. Quoi qu'il en soit, à une époque très reculée, les hommes ont acquis des connaissances considérables en matière d'astronomie, et il est fort probable qu'il y ait eu des cycles de souvenirs et d'oubli en la matière. Manly P. Hall. Voyons quelques exemples populaires dans le domaine de la religion. Horus d'Égypte, anniversaire le 25 décembre, né d'une vierge, Isis. Il fut appelé l'étoile d'Orient, a été paré par 3 rois, est devenu enseignant à 12 ans et a été baptisé à 30 ans par Anup, a eu 12 disciples avec qui il a voyagé et a accompli des miracles. On l'appelait la vérité, l'agneau de Dieu, la lumière. Il a été trahi par Typhon et il fut crucifié à mort pendant 3 jours avant de revenir à la vie. Jésus de Nazareth, anniversaire le 25 décembre, né d'une vierge, Marie, est aussi connu sous le nom de l'étoile d'Orient. Il fut paré par 3 rois et il enseigna à partir de l'âge de 10 ans. Il fut baptisé à 30 ans par Jean. Il eut 12 disciples avec lesquels il a voyagé et a accompli des miracles. Il a également été connu sous le nom de la vérité, l'agneau de Dieu, la lumière. Il fut trahi par Judas, puis il fut crucifié à mort pendant 3 jours et il revint à la vie. Krishna d'Inde, né d'une vierge, Devaki, la star de l'Orient, a accompli des miracles avec ses disciples et après sa mort, il est revenu à la vie. Mitra, anniversaire le 25 décembre, né d'une vierge, Nanand. 12 disciples ont voyagé avec et après avoir été mort pendant 3 jours, il est revenu à la vie. Son jour d'adoration est le dimanche. Dionysos de Grèce, anniversaire le 25 décembre, né d'une vierge, il a accompli des miracles, tels que la transformation de l'eau en vin. Il a été surnommé le roi des rois, l'alpha et l'oméga, et il est ressuscité après sa mort. Plus loin encore, nous avons Osiris, Odin, Baal, Prométhée, et bien d'autres figures qui entrent dans ce moule général, mais je pense que l'idée est comprise. La question est de savoir pourquoi. Pourquoi y a-t-il tant de similitudes évidentes ? Si la civilisation était aussi isolée que nous l'enseigne le monde universitaire traditionnel, il n'y aurait eu aucun moyen pour que autant de cultures puissent partager ces histoires. L'étoile de l'Orient fait référence à Sirius,
l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Le 24 décembre, elle s'aligne sur les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles ont toujours été appelées les 3 rois. Et leur mouvement reflète l'histoire des 3 rois mages qui suivent le Fils de Dieu dont parlent de nombreuses religions. L'astrologie et la divination. Nous avons des médiums, des guérisseurs en ligne, des gourous spirituels, et il peut être très facile de se faire manipuler lorsqu'on aborde ce sujet d'un point de vue initial. Lorsque les gens entendent le terme astrologie, la plupart d'entre eux pensent à l'astrologie natale. Il s'agit d'un système d'astrologie qui prend en compte la position du soleil sur le zodiaque, à la date, à l'heure et à l'endroit exact où vous êtes né. Ensuite, en fonction de la relation du soleil avec d'autres corps, certains traits de la personnalité ou du parcours de vie de l'individu peuvent être déterminés. Pensez-y comme un cliché instantané dans le temps. Les signes du zodiaque et les planètes sont des forces occultes ou cachées. Ces forces sont des principes spirituels qui sont les attributs archétypaux fondamentaux de notre réalité ou ce que l'on appelle Dieu. L'observation de l'énergie présente lors de la naissance de quelque chose ou de quelqu'un est importante car elle permet à l'observateur de comprendre les forces et les faiblesses potentielles de l'idée individuelle, de l'entreprise commerciale ou de la personne. Si l'on comprend les énergies présentes dans le sujet, on peut apprendre quelles énergies lui sont bénéfiques et ainsi déterminer quels jours sont les plus susceptibles de produire des résultats bénéfiques. Cette stratégie permet également à l'observateur de savoir quels jours ont moins de chances de réussir et devraient être évités. Cette stratégie n'est pas basée sur la chance, mais plutôt sur la compatibilité des énergies du sujet et du jour en question. Je dirais qu'un grand pourcentage de personnes qui se considèrent comme spirituelles ou qui s'intéressent à l'occultisme se contredisent en réalité lorsqu'elles disent qu'elles croient que nous sommes sur un globe en rotation ou que nous avons été créés à partir d'un Big Bang aléatoire. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez au-delà de toutes les absurdités de l'astrologie moderne. La magie a été supprimée, massacrée et déformée. Il nous reste juste le matériel du New Age qui nous donne à peine les concepts de base, mais les déforme à un point tel qu'ils finissent par ne plus avoir de sens. Pour comprendre l'astrologie, il faut comprendre l'astrothéologie. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce terme. J'affirme que c'est intentionnel, car si nous comprenions l'astrothéologie, nous connaîtrions les racines de toutes les religions et les outils que toutes les grandes entreprises du monde utilisent encore aujourd'hui. Ces corps célestes dans le ciel et les symboles en sont venus à représenter des archétypes ou des vérités universelles. Le tarot n'est-il qu'un jeu de cartes fantaisiste ? Peut-être y a-t-il plus que cela dans cet art. On peut découvrir que les cartes, avec leur message symbolique universel encodé, sont randomisées et placées dans un système de divination qui conduit le praticien à une plus grande compréhension de la question posée. Parmi les autres formes de divination, citons le Yiqing chinois, la lecture des feuilles de thé, l'observation des cristaux, la divination runique et les prédictions astrologiques. Le but de la divination est d'empêcher le moi de pratiquer la magie noire. Certains aiment distinguer le noir, gris, le blanc et les définitions qui en découlent varient. Mon point de vue est que la magie blanche a pour but le développement du soi supérieur. Et la magie noire est toute magie qui va à l'encontre des conseils du soi supérieur ou de l'intuition. C'est la véritable signification du bien et du mal, de désobéir à l'objectif que vous a donné Dieu, qui vous parle à travers l'inspiration créative et la discipline mentale. Si nous commençons à parler de magie grise, la frontière devient très mince. Qui décide de l'utilisation de la magie ? Nous pratiquons la magie quotidiennement. Le but est simplement d'organiser les différentes qualités de la magie. Nous avons celle qui convient au développement du moi supérieur, et puis la magie qui peut facilement se perdre dans les désirs égoïstes. Le tarot et le riche symbolisme qui le sous-tend ont été créés par les anciens druides, puis transmis aux Phéniciens, qui ont enseigné la culture égyptienne puis la culture grecque. Les initiés, guidés vers les mystères, se rendaient sous terre par des passages cachés jusqu'à la grande pyramide elle-même, où ils recevaient ces symboles pour être éclairés. Voici une histoire factuelle. La première mention du tarot a été faite en 1332 par Alphonse XI, roi de Léon et de Castille. Il l'interdit comme d'autres jeux de hasard. En 1337, Johannes, un moine allemand, écrit qu'ils peuvent être utilisés pour enseigner la morale. En 1392, Charles VI de France aurait acheté 3 jeux d'arcane majeurs à un certain Gringoner. Dans les années 1400, la version italienne connue sus le nom de Tarocchino
comptait plus de 100 cartes, dont le zodiaque et les vertus chrétiennes. La plupart des gens pensent à la voyance lorsqu'ils pensent au médium. La voyance consiste à dire à quelqu'un que quelque chose doit arriver. Mais la divination ne dit pas que quelque chose doit arriver. Au contraire, elle peut simplement indiquer la qualité de ce qui arrivera si vous continuez sur la voie que vous avez empruntée. Par exemple, considérez un tirage de tarot comme un instantané du temps, un positionnement aléatoire d'images picturales symboliques anciennes qui vous conduisent vers les attributs associés à votre question actuelle. Il ne s'agit pas d'une réponse déterminée. Pour cet exemple, nous utiliserons le jeu de tarot Thoth, simplement pour l'élégance et la profondeur du symbolisme. Quel sera le résultat si j'utilise la magie pour obtenir une nouvelle voiture? Tout en vous concentrant sur votre question, mélangez les cartes comme vous le souhaitez. Continuez à mélanger les cartes jusqu'à ce que votre moi supérieur vous dise « stop ». Coupez les cartes en 3 piles. Ramassez les cartes de droite à gauche, en inversant l'ordre dans lequel vous les avez coupées. Les cartes sont disposées dans un ordre systématique, spécifique, conçu avec une signification symbolique. Les 3 premières cartes forment le triangle supérieur orienté vers le bas. Les cartes 4, 5 et 6 forment le triangle inférieur orienté vers le haut. La carte 7 est placée au milieu entre les 2 triangles. Lorsque vous les retournez, faites-le dans la même position afin qu'ils ne changent pas d'orientation, à l'endroit ou à l'envers. Retournez les cartes 1 et 2. Ces 2 positions représentent des influences spirituelles inconnues. La carte 2 a un effet plus fort que la carte 1. Maintenant, il faut interpréter. Retournez la carte 3. Cela représente un conseil spirituel pour la question. Il faut interpréter à nouveau. Retournez la carte 4. Cette carte représente vos désirs inconscients en la matière. Ne soyez pas surpris si vous découvrez que votre véritable raison intérieure n'a que peu ou pas de rapport avec votre raison originale ou extérieure. Interprétez maintenant cette carte. Retournez la carte 5. Cette carte représente vos désirs conscients en la matière. Interprétez cette carte. Retournez la carte 6. Cette carte indique des conseils pratiques en la matière. Elle peut vous suggérer de changer d'orientation afin d'atteindre ce que vous voulez vraiment. Elle peut vous conseiller d'aller de l'avant ou d'abandonner le projet. Bien entendu, c'est à vous de décider si vous poursuivez ou non le projet. Retournez maintenant la carte 7, c'est le résultat final, si vous continuez à suivre votre chemin actuel. Même si la lecture a été positive jusqu'à présent, le résultat peut être négatif. Cela est dû au fait qu'il peut y avoir d'autres considérations que cette courte lecture ne prend pas en compte. L'hexagramme divisé est une méthode simple qui peut vous aider à communiquer avec votre moi supérieur. Voici le résumé de cette lecture. Cette lecture est pour Moon et elle a posé la question de savoir quel serait le résultat si j'utilisais la magie pour obtenir un nouveau véhicule. Ce serait un grand changement dans sa vie. Les cartes 1 et 2 représentent des influences spirituelles inconnues. La carte 1 est le soleil qui représente la liberté et l'émancipation. Elle veut peut-être ressentir le sentiment d'émancipation par elle-même, la liberté d'agir comme elle l'entend. D'autre part, la carte 2 est Léon, qui indique une décision personnelle et un impact significatif sur votre vie. Il s'agit d'un changement de maturité et de mentalité en raison de l'impact de cet événement. La carte 3 est un conseil spirituel pour la matière. La carte retournée était l'empereur. Les principales interprétations de l'empereur concernent le pouvoir et le contrôle, que ce soit sur les gens ou sur soi-même. Cela semble indiquer que Moon recherche une structure dans sa vie personnelle. La carte 4 représente les désirs inconscients en la matière. La carte choisie est le chariot, ce qui représente que Moon doit d'abord se préparer de façon adéquate afin d'atteindre la victoire. Le croissant lunaire affirme que cela correspond à ses désirs inconscients et qu'une fois la victoire atteinte, sa personnalité sera déplacée dans un nouvel endroit. La carte 5 représente les désirs conscients. L'impératrice est ensuite choisie. Cela indique que Moon est à la recherche d'un bien-être émotionnel et d'un épanouissement. Cela représente ses instincts maternels et sa volonté de devenir la femme qu'elle est censée devenir. La carte 6 représente les conseils pratiques. Il s'agit de la lune. Cela indique à Moon que le conseil pratique est que son désir d'avoir une voiture indique immédiatement l'illusion et le délire. Des désirs inconscients et des sentiments refoulés sont en jeu dans la situation actuelle. Ceci dit à Moon que, dans l'ensemble, elle n'a pas besoin d'une nouvelle voiture pour l'instant. Vous avez tout ce qu'il vous faut et quand vous serez prêt, l'occasion se présentera. Voilà ce qu'il lui dit.
Voici maintenant la dernière carte, qui représente le résultat final. Les amoureux. Les amoureux signifient la force créatrice. Ils disent à Moon d'examiner attentivement tous les aspects de la situation avant de tirer des conclusions. Il indique qu'il faut être prudent dans la planification des décisions importantes. La réponse que Moon a reçue est non. Vous ne devriez pas faire de magie pour obtenir une voiture. Il n'y a aucune raison de le faire, vous n'êtes pas prêt. Et ce serait une illusion. Restez sur la bonne voie avec vos forces créatrices. Une fois que vous serez prêt et préparé, une voiture vous sera révélée. Ce n'est qu'un petit exemple, il y a beaucoup plus avancé. Mais parfois, la simplicité permet d'en dire beaucoup plus. Perception de l'occulte. Les gens se moquent du tarot, mais il existe de nombreuses histoires de personnes déconcertées par le talent de mystiques qualifiés. La capacité à détailler des événements et des personnalités avec une précision étonnante, alors qu'il n'y avait aucun moyen pratique d'obtenir cette connaissance, est au-delà de la portée de la science. Et pourtant, nous entendons des histoires d'oracles et de prophéties depuis des temps anciens. J'espère que vous quitterez cette vidéo avec une nouvelle perspective de la divination, car ce n'est que le début. Nous prévoyons de réaliser des vidéos plus avancées sur l'astrologie et ses utilisations pratiques. Mais l'intention principale de cette vidéo est de rendre justice au sujet en l'expliquant, en adoptant une perspective qui ne tient pas compte du globe. Je soutiens que depuis les temps anciens jusqu'au père fondateur, une doctrine secrète de divination a été supprimée et cachée, tout en étant pratiquée par l'élite politique et intellectuelle. Pour conclure, je voudrais que vous considériez les horoscopes et l'astrologie moderne comme un mouvement du New Age. Ce terme peut être offensant, mais aucun autre n'est plus spécifique. Nous avons des centaines de milliers d'individus qui appartiennent à ce mouvement d'astrologie, de pensée spirituelle, de loi de l'attraction, et qui croient pourtant en une Terre globe. Vous vous contredisez. Cette vidéo s'adresse à vous. Vous devez vous rendre compte que le modèle du globe est basé sur le modèle du Big Bang, ce qui est une autre façon de dire la cosmologie du hasard. Si tout est aléatoire, alors il n'y a pas de modèle dans les étoiles. Les étoiles ne peuvent pas avoir de sens. Expliquez comment les constellations pourraient avoir une influence sur la Terre? Les extraterrestres? Que pensez-vous de ceci? Arrêtez l'argument de la Terre. Il ne s'agit pas d'un globe terrestre ou d'une Terre plate. C'est le plan matériel. Oui, c'est aussi simple que cela. Les anciens appelaient cela le plan matériel. Et le plan matériel est un produit des plans spirituels, autrement dit de l'astral. Cela ne donne-t-il pas un peu plus de sens à la raison pour laquelle la loi de l'attraction fonctionne et pourquoi l'astrologie permet de mieux comprendre les personnalités et les événements mondiaux? Parce que les planètes ont créé les royaumes spirituels qui à leur tour ont créé le monde physique. Cela devra faire l'objet d'une toute autre vidéo. Je ne prétends pas avoir les réponses, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une grande tromperie. Nous avons perdu le contact avec notre but et la connexion avec notre intuition et notre moi supérieur. Grâce à ces connaissances, nous pouvons atteindre nos objectifs et notre destin. Mais nous devons d'abord prendre soin de nos ombres. Ne mettez pas en pratique ces informations si vous n'êtes pas prêt à regarder dans les parties les plus profondes de vous-même. Il n'y a pas de honte à avoir beaucoup à apprendre et nous devons tous l'admettre avant de pouvoir commencer à comprendre davantage. Beaucoup d'amour à tous. Sur la cosmologie, parce que je pense que pour aller plus loin dans Tartaria, je devais briser notre perspective du monde actuel. La seule façon de comprendre la Tartarie est de comprendre l'occultisme. Commençons par le commencement. Nous connaissons tous les Grecs, n'est-ce pas? D'accord, mais qui étaient les Grecs? Nous voyons leurs bâtiments un peu partout. Où ont-ils puisé leurs connaissances? Nous avons tous entendu parler des mythes grecs des titans et des mythes du mont Olympe avec les dieux. Ce que nous ne savons pas, c'est que la plupart de ces mythes sont une allégorie de l'antiquité humaine. Ils ont préservé l'histoire sous forme de mythes. Avant de commencer cette présentation, qui, j'en suis sûre, va vous époustoufler, nous devons faire un petit résumé des autres contenus de ma chaîne. Je couvre l'architecture phénicienne, les géants, la magie et le lien entre la Tartarie ou Tartaria et les Irlandais. Dans ma première vidéo sur Tartaria expliquée, je passe en revue le Timée de Platon. Le Timée de Platon est un dialogue entre Critias et Socrate. L'histoire commence par la visite de Solon en Égypte dans une ville nommée Saïs. Là, il poursuit le prêtre et insiste beaucoup sur sa connaissance du mythe ésotérique. Voici ce qu'il dit.
Une fois, voulant les inciter à parler d'antiquité, il commença à raconter les choses les plus anciennes de notre partie du monde, sur Phoroneus, qui est appelé le premier homme, et sur le fait qu'il n'y a pas d'homme dans le monde, et sur Niobé, et après le déluge, de la survie de Deucalion et Pyrrha, et il a tracé la généalogie de leurs descendants. Et il a essayé de calculer combien d'années s'étaient écoulées depuis les événements dont il parlait. L'un des prêtres, d'un âge avancé, dit alors « Ô Solon, Solon, vous les Hellènes, vous n'êtes que des enfants. Il n'y a pas un seul vieillard parmi vous. » Ok, j'ai lu un commentaire qui disait que Niobé, qui était la fille de Tintale, n'est pas un lien. Je ne suis pas d'accord. Quel est le contexte? Il parle de Phéronée, qui est le premier homme. Qui est Deucalion, le fils de Prométhée qui a survécu au déluge pour régénérer la race humaine. La survie de Pyrrha, ancêtre mythique de la race hellénique. Niobé est également la fille de Tantale, célèbre pour son châtiment éternel dans Tartarus. Tantale a été puni parce que il abusa de la faveur divine en révélant aux mortels les secrets qu'il avait appris au ciel. Il offense les dieux en tuant son fils Pélops et en le leur servant pour tester leur pouvoir d'observation. Il a volé le nectar et l'ambroisie, la nourriture des dieux au ciel, et les a donnés aux mortels, selon la première ode olympienne de Pindare. Voici ce que Solon dit en substance au peuple égyptien. Je sais tout sur mes anciens ancêtres, qui étaient la race des dieux. Ils venaient de l'Est, dans la ville appelée Argos. Il s'agit aujourd'hui d'une ville grecque, mais elle se trouvait autrefois en Extrême-Orient. Je pense que les Grecs faisaient référence à ce que nous appelons aujourd'hui Tartaria. Ce que je veux dire à propos de la Tartarie, c'est que nous sommes confus dans la sémantique. En ce moment, tout le monde veut prétendre que c'est à cause de ce peuple ou de ma race ou de quoi que ce soit d'autre. Et il ne s'agit pas de race. Je vous montre maintenant que les Grecs parlent de la Tartarie. Allez lire vous-même Timée pour vérifier. Essayez-vous de me convaincre que les Grecs sont issus des Noirs, ou des Maures ou de toute autre race? Car non, ce n'est pas le cas. Et ils vous le disent. Citation. Dans leur grand pèlerinage missionnaire, ils ont fait le tour du monde afin de donner la religion et la connaissance de Dieu aux différentes races de l'humanité. Ils ont également établi des prêtrises et donné des alphabets aux races qui n'étaient pas encore éclairées sur ces questions. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont donné le nom d'Ogigi, terme qui n'a jamais été donné qu'aux plus anciens. Et c'est des Irlandais ariens que les Grecs ont tiré leur origine. Ok, maintenant que nous avons fait le tour de la question. Les Grecs sont issus des Phéniciens. Les Phéniciens sont un nom camouflé pour le dieu race antique qui a construit toute cette architecture étonnante. Et dans d'autres vidéos, je montre comment les Phéniciens sont liés aux anciens Irlandais et à l'Hyperborée. Je vais aller droit au but. Au fond, nous pensons que nous avons compris le monde, mais nous n'en avons pas la moindre idée. Permettez-moi de vous lire un autre livre de Platon, intitulé « Le Symposium », et si cela ne vous convainc pas que Platon connaissait la réponse, alors je ne sais pas quoi vous dire. Citation. « En premier lieu, je traiterai de la nature. La nature humaine originelle n'était pas semblable à la nature actuelle, mais différente. Les sexes n'étaient pas deux comme aujourd'hui, mais à l'origine au nombre de 3. Il y avait l'homme, la femme et l'union des deux, avec un nom correspondant à cette double nature qui a eu autrefois une existence réelle, mais qui est maintenant perdue. Et le mot androgyne n'est conservé que comme un terme de reproche. En second lieu, l'homme primitif était rond, son dos et ses flancs formant un cercle. Il avait 4 mains et 4 pieds, une tête et 2 pieds. Visage regardant dans des directions opposées, placé sur un cou rond et extrêmement semblable. Également 4 oreilles, 2 membres privés et le reste à l'avenant. Il pouvait marcher debout comme les hommes d'aujourd'hui, en avant ou en arrière à sa guise, et il pouvait aussi rouler sur lui-même à toute allure en se retournant sur ses jambes. 4 mains et 4 pieds, 8 en tout, comme des culbutants qui se baladent les jambes en l'air. C'est alors qu'il voulait courir rapidement. Les sexes étaient au nombre de 3 et tels que je les ai décrits, parce que le soleil, la lune et la terre sont 3. L'homme était à l'origine l'enfant du soleil, la femme de la terre et l'homme-femme de la lune, qui est composé du soleil et de la terre. Et ils tournaient tous en rond en se déplaçant en rond comme leurs parents. Leur puissance était terrible et la force et les pensées de leur cœur étaient grandes. Et ils s'attaquèrent les dieux. Le doute régnait dans les conseils célestes. S'ils les tuaient et anéantissaient la race par la foudre, comme ils l'avaient fait pour les géants, c'en était fini des sacrifices et du culte que les hommes leur offraient.
Mais d'un autre côté, les dieux ne pouvaient pas laisser libre cours à leur insolence. Enfin, après une longue réflexion, Zeus trouva un moyen. Il dit « Je crois que j'ai un plan qui humiliera leur orgueil et améliorera leur manière. Les hommes continueront d'exister, mais je couperai la tête à tous ceux qui ont besoin d'aide. Je les couperai en deux, et alors ils seront moins forts et plus nombreux, ce qui aura l'avantage de nous les rendre plus profitables. Ils marcheront debout sur leurs deux jambes, et s'ils continuent à être insolents et à ne pas se calmer, je les séparerai à nouveau, et je leur donnerai un nouveau nom. Ils sautilleront sur une seule jambe. » Il parle et coupe les hommes en deux. Il les coupait l'un après l'autre et demandait à Apollon de tourner le visage et la moitié du cou pour que l'homme puisse contempler la partie de lui-même. Il apprendrait ainsi une leçon d'humilité. Apollon était également chargé de guérir leurs blessures et de composer leur forme. Il a donc tourné le visage et a tiré la peau sur les côtés, sur toute la surface que nous appelons le ventre, comme des bourses qui se rentrent, et il fit une bouche au centre, qu'il attacha par un nœud, le même que l'on appelle le nombril. Il moula aussi la poitrine et enleva la plus grande partie de l'épiderme, ce qui lui donna un aspect plus doux et plus brillant. Il laissa cependant quelques rides dans la région du ventre et du nombril, en souvenir de l'état primitif. Après la division, les deux parties de l'homme, chacun désirant son autre moitié, se sont réunies et se sont jetées dans les bras l'un de l'autre, enlacés dans des étreintes mutuelles, désirant grandir en ne faisant qu'un. Ils ont été sur le point de mourir de faim et d'épuisement. La moitié survivante cherchait un autre partenaire, un homme ou une femme comme nous les appelons. Ils étaient des sections d'hommes ou de femmes entiers et ils s'y accrochaient. Ils étaient en train d'être détruits, alors Zeus, par pitié pour eux, inventa un nouveau plan. Il transforma les parties de la génération vers l'avant, car cela n'avait pas toujours été leur position, et elles semèrent la graine, non plus comme des sauterelles dans le sol, mais l'une dans l'autre. Et après la transposition, le mâle s'engendra dans la femelle, afin que, par des étreintes mutuelles, l'homme et la femme puissent se reproduire, et que la race puisse continuer. Ou si l'homme venait à l'homme, il pourrait être satisfait, se reposer et aller chacun de leur côté vers les affaires de la vie. Le désir de l'un pour l'autre est si ancien qu'il est implanté en nous, réunissant notre nature originelle, faisant un de deux et guérissant l'état de l'homme. Chacun de nous, lorsqu'il est séparé, n'ayant qu'un seul côté comme un poisson plat, n'est que l'engagement d'un homme, et il est toujours à la recherche de son engagement. L'autre moitié. Les hommes qui sont une partie de cette double nature que l'on appelait autrefois androgyne sont des amoureux des femmes. Les adultères sont généralement de cette race, ainsi que les femmes adultères qui convoitent les hommes. Les femmes qui sont une partie de la femme ne s'intéressent pas aux hommes, mais ont des attaches féminines. Les compagnes sont de cette sorte. Mais ceux qui sont une partie de l'homme suivent l'homme. Et pendant qu'ils sont jeunes, étant issus de l'homme originel, ils traînent autour des hommes et les embrassent. Ils sont eux-mêmes les meilleurs des garçons et des jeunes gens parce qu'ils ont la nature la plus virile. Certains affirment qu'ils sont impudiques, mais ce n'est pas vrai, car ils n'agissent pas ainsi par pudeur, mais parce qu'ils sont vaillants et virils et qu'ils ont un caractère bien trempé. Ils embrassent ceux qui leur ressemblent. Une fois adultes, ils deviennent nos hommes d'État et eux seuls. Alors laissez-moi vous expliquer. Nous étions des êtres androgynes, c'est vrai. Tantale était un souverain de l'Orient ancien, Tartaria. Tartare a été détruit par les dieux, par Zeus, par une lumière intense. C'est important. La raison en est que si vous lisez Timée, vous verrez distinctement deux catastrophes, l'une d'eau, le déluge, et une autre de feu, qui est le mythe de Phoronée. Le prêtre d'Égypte a dit en substance « Solon, tu n'as pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Il y a eu de nombreuses époques de catastrophes et il y en aura encore beaucoup d'autres. » À la fin de tout cela, Solon est déconcerté et quitte l'Égypte, désemparé. Platon sépare également les géants en une race complètement différente. Il faut donc en tenir compte. Et si cela expliquait l'absence de salles de bain dans les temples? Et si cela expliquait aussi comment ils ont pu vivre si longtemps? Peut-être que ces êtres n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes, si vous voyez ce que je veux dire. Si cela vous semble insensé, regardez la vidéo de Conspiracy Are Us sur la gestion des déchets. Maintenant, voyons ce qu'Elena Blavatsky a à dire. J'aime beaucoup ces informations, mais il faut aussi comprendre qu'elle tient compte d'un grand nombre d'universitaires dans ses théories. Donc je ne sais pas si j'adhère à toute la présentation, mais je pense vraiment qu'il y a des informations étonnantes dans le livre La doctrine secrète. Citation. Il y a 20 à 25 millions d'années,
Les premiers humains étaient entrés dans leur troisième cycle, ou race racine. D'abord relativement éthérés, ils n'étaient physiologiquement ni mâles ni femelles, et se reproduisaient encore en exsudant des cellules vitales. Peu à peu, leur protoplasme s'épaissit et se condense, se spécialisant en systèmes et organes squelettiques, nerveux, musculaires et autres, pour donner naissance aux premiers êtres humains reconnaissables, bien qu'ils soient encore très différents des humains d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que les organes reproducteurs se sont localisés, les humains sont devenus androgynes et se sont reproduits au moyen d'œufs, d'abord mûris à l'extérieur du corps, puis à l'intérieur de celui-ci, comme c'est le cas aujourd'hui. La possession de traces dans chaque sexe des organes reproducteurs de l'autre est un vestige de cet hermaphrodisme. Au fur et à mesure que l'humanité se physicalisait et que ses véhicules intérieurs et extérieurs se développaient dans la troisième race racine, les centres de conscience humains ont commencé à exprimer leurs aspects véritablement humains. Chaque être humain est composé de plusieurs centres de conscience distincts, karmiquement liés, à différents niveaux d'évolution qui correspondent approximativement au règne de la nature. Lorsque le centre intellectuel humain, où le moi a pu s'exprimer à travers son âme animale humaine et son corps physique, les forces mentales ont pénétré de manière consciente dans la conscience humaine. C'est le moment décisif de l'évolution humaine, immortalisé dans les mythes du monde entier sous le nom d'avènement de l'esprit. De nombreuses traditions décrivent cet événement comme l'incarnation des dieux au sein de l'humanité, car il représente l'émergence de notre moi véritablement humain, sous l'influence à la fois de notre propre divinité intérieure et d'êtres hautement évolués, qui ont enflammé et enseigné la conscience de l'humanité primaire. Si vous avez regardé mes autres vidéos, je parle d'une réalité rêvée. Je pense que la Tartarie était comme ça. Blavatsky parle de il y a 20 millions d'années, mais pourtant, nous avons des gravures d'œufs dansant comme Platon l'a décrit dans les cités phéniciennes. Et si je vous disais que ce n'était pas il y a 20 millions d'années? Je pense que c'est avec Aristote que l'on peut déterminer quand ce changement s'est produit dans l'esprit des anciens. Si nous nous éveillons à l'idée qu'il n'y a pas de temps et que l'histoire a été manipulée, serait-il possible que cet événement ait eu lieu il y a 1000 ans? Cela changerait-il votre vision de la réalité? Cela changerait-il votre façon d'agir aujourd'hui? Ces symboles phéniciens et la statue de la liberté sont représentatifs d'une race androgyne. J'espère que la vidéo sera principalement axée sur l'histoire des Noirs et je voulais établir un lien entre les morts et d'autres vidéos de ma chaîne sur les Irlandais. Tout ce que je veux, c'est me rapprocher d'un semblant de vérité et non dénigrer qui que ce soit. Pour commencer, nous allons nous intéresser aux morts. L'histoire des Noirs a été occultée et je pense que nous pourrions tous tirer des enseignements de cette vidéo. Les Morts sont des peuples autochtones, éclairés et a priori mélanés. Mais il semble que le terme mort ne désigne pas uniquement les Noirs, car les Berbères sont une tribu indigène blanche aux yeux bleus et verts. Contrairement à la croyance populaire, le terme n'est pas synonyme d'islamique ou d'une religion, civilisation ou ethnie arabe ou africaine spécifique. Mais c'est le terme que j'utiliserai dans cette présentation pour désigner les Noirs ou les Afro-Américains. L'origine du terme français « mort » est le mot grec « navro », qui signifie littéralement noir, noirci ou carbonisé. Il a été utilisé pour décrire le noir pour des choses telles que Mavri Thalassa, qui se réfère à la mer Noire. Les morts ont une histoire riche, mais on ne nous en parle jamais, et je vous expliquerai pourquoi vers la fin. Les morts ont connu une haute civilisation en Égypte, à Sumer, en Perse, à Canaan, en Grèce et dans l'ancienne vallée de l'Indus. Les villes de l'époque étaient un creuset de cultures mélangées. Il n'y avait pas que des Noirs, il n'y avait pas que des Blancs. Il y a beaucoup d'opinions différentes lorsqu'il s'agit de la patrie d'origine des morts. Je vais vous donner mon point de vue en toute honnêteté, et il se peut qu'il soit différent de ce que vous pensez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le lien entre les morts et les Irlandais, et je vais le faire en utilisant les mythes des Tuatha Dé Danann. Voici donc une question que je voudrais que vous vous posiez. Si les Blancs sont des albinos, d'où viennent les yeux bleus et verts? D'où viennent les cheveux roux? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mutation. Je ne suis pas d'accord pour dire que les Blancs sont nouveaux. Je ne suis pas d'accord pour dire que les Blancs sont des extraterrestres. Ok. Le secret de tout ce mystère se trouve dans les races des anciens dieux. Les premiers auteurs grecs et romains font souvent référence aux Hyperboréens et aux Cimériens. Certains auteurs modernes considèrent qu'il s'agit de références possibles aux Celtes.
Les Hyperboréens étaient à l'origine une race mythique et sacrée, souvent associée au dieu Apollon. Ils habitaient aux confins de la Terre. Le mot hyperboréen signifie au-delà du vent du Nord, et ils vivaient longtemps en paix avec eux-mêmes et leurs voisins. Leurs légendes sont ensuite mêlées aux cultures britanniques, celtiques, septentrionales et germaniques par d'anciens auteurs. Le nom cimérien a plusieurs significations. Pour les premiers anciens grecs, il s'agissait d'une race mystérieuse qui vivait dans la brume et les ténèbres au bout du monde. Mais les auteurs grecs postérieurs décrivent clairement les mouvements d'un groupe de personnes qu'ils appelaient les Cimériens. Il s'agissait d'êtres qui vivaient sous terre. Il est vrai que les Cimériens sont mentionnés plus tard, mais je parle ici de la première référence à une race souterraine. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que tout ceci est lié à la nature de notre cosmologie. Donc ces êtres appartenaient à des plans de réalité différents. Je ne veux pas que quelqu'un ait l'impression que j'essaie d'insinuer qu'une race est supérieure à l'autre. Les Hyperboréens sont donc les anciens Irlandais, ou les Tuatha Dé Danann. Et les Cimériens sont la race des Fomors ou Fomors. Les Tuatha Dé Danann étaient une race d'êtres divins, aux cheveux blonds et roux, aux yeux bleus et verts. Les Fomors étaient une race surnaturelle de géants qui maîtrisaient les capacités psychiques, et ils avaient la peau noire. J'ai lu de nombreux sites sur l'histoire des morts, et je n'en ai vu que quelques-uns qui mentionnent les Fomors. Et s'ils les mentionnent, ils terminent l'article en laissant entendre que les Noirs étaient les premiers habitants de l'Irlande, ce que je conteste. Les Fomors étaient des étrangers, Fomors signifiant de l'autre côté de la mer. Les Fomors venaient de la Lémurie, et je pense qu'ils sont un mélange de Noirs et de Mongols. L'ancien mythe des Tuatha Dé Danann est une légende irlandaise qui raconte l'arrivée des Fomors et des Lémuriens en Hyperborée ou Hibernie. La partie suivante peut sembler bizarre, mais soyez indulgents avec moi. Lorsque nous parlons de toutes ces choses, nous parlons d'une réalité ou d'une existence spirituelle avant que la réalité matérielle ne se concrétise. La réalité matérielle devient de plus en plus matérielle à mesure que nous continuons à faire l'expérience de cette existence qui est Saturne, créée pour nous. Mais il fut un temps, croyez-le ou non, où le monde physique n'était pas encore construit, dense, pourrait-on dire. Cela signifie que nous vivons dans une réalité de rêve qui venait d'être créée avec tous les dieux. Saturne a créé le domaine physique. Or, des planètes ou des étoiles différentes créent des races différentes. Donc nous avons maintenant une race blanche qui se trouve en Hyperborée, sous le soleil de Mercure, puis nous avons la Lémurie qui est en fait sous le soleil de Mars. Ok, je vais essayer d'expliquer cela de manière simple. Je promets d'approfondir plus tard, mais en fait, dans ces royaumes spirituels, les différentes planètes sont comme leur propre soleil. Mais oublions l'aspect temporel pour l'instant. Beaucoup de gens pensent que c'est une progression linéaire quand on parle d'Atlantide, de Lémurie ou d'Hyperborée. Mais demandez-vous, qu'est-ce que le temps ? Le temps est différent selon les mondes spirituels. Nous avons tous entendu parler de la cosmologie de la Terre plate, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont entendu dire qu'il y a une terre intérieure et une terre extérieure. Mais regardez les choses sous cet angle. Lorsque vous arrivez à la frontière de ce que nous appelons un mur de glace, vous vous trouvez en fait à la limite d'un seul royaume. Et ces royaumes se présentent sous forme de couches. Et peut-être qu'ils peuvent se déplacer. La seule information que nous ayons sur la Lémurie vient d'Helena Blavatsky. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ses travaux, mais je ne fais qu'utiliser les recherches que j'ai à ma disposition. N'hésitez pas à nous envoyer tout ce que vous avez qui pourrait nous éclairer davantage sur le sujet. La troisième race racine a été la première race dotée d'un corps physique et a été décrite comme une race noire de géants à 3 yeux qui habitait le continent perdu de la Lémurie. On pense que ce continent existait là où se trouvent aujourd'hui les océans Indien et Pacifique. Les théosophes modernes identifient la Lémurie à l'ancien supercontinent du Gondwana. Notez également que dans les légendes des Tuatha Dé Danann, le roi Balor dispose d'un super pouvoir grâce à son œil. L'œil de Balor s'est avéré être un outil puissant dans la bataille car il avait le pouvoir de tuer tout ce qu'il voyait. S'il avait 3 yeux, c'était avant que nous ne perdions nos glandes pinéales et la magie était très réelle. Voilà, donc espérons que ces explications nous aident à y voir un peu plus clair. La façon dont on peut envisager ceci est une réalité à moitié rêvée et à moitié physique. Cette guerre ancienne qui s'est déroulée en Irlande, l'invasion des Fomors, est ce qu'il nous reste de l'histoire.
Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une invasion, mais plutôt d'une collaboration. Ils ont peut-être eu des guerres, oui, mais à un moment donné, ils se sont mis d'accord et ils ont échangé leurs connaissances. Aussi, souvenez-vous qu'il s'agit de races de géants, pas d'humains. Les Tuatha de Danann étaient des géants et les Fomors étaient également de grande stature et avaient 3 yeux. Je suppose donc que ces races anciennes ont procréé et nous ont donné toutes les différentes variations que nous avons aujourd'hui, ou ce que nous appelons aujourd'hui des races. D'après mes recherches, la science était déjà développée en Irlande à cette époque par les druides. Les mythes disent que les Fomors avaient des super pouvoirs, et non qu'ils étaient à l'origine de la civilisation. Il est très possible qu'après ces événements, cette connaissance des Ariens hyperboréens ait été diffusée à toutes les races. Maintenant, je souhaite ajouter quelque chose à ma compréhension des Phéniciens. Alors je pense que Phénicien, c'est un nom caché pour le melting pot mixte des peuples qui descendent des hyperboréens et des Cimmériens. Citation. Les Phéniciens étaient en effet des hommes extraordinairement doués. Ils ont été l'une des premières races à concevoir et à utiliser un alphabet sophistiqué, à construire de grandes villes et de grands temples, à fabriquer du papier pour écrire et à naviguer sur les mers du monde. Le fait est qu'ils étaient des Arias, c'est-à-dire des adeptes de l'ordre le plus élevé. Ils étaient des maîtres architectes, des astrologues, des charpentiers navals, des marins, des guérisseurs et des scientifiques. Nous pensons que les Phéniciens étaient comme les Scythes, originaires de l'Ouest. Ils ont conservé les secrets de la construction des mégalithes et de nombreux autres arts anciens. Fin de citation. Et oui, je crois que les arts et les sciences sont originaires d'Irlande. Et nous entendons également Pindare parler de l'Hyperborée comme de la source du Danube. Pindare dit qu'ils vivent dans un endroit qui ne peut être atteint ni par bateau ni par terre, mais dans les odes olympiennes. Mais il faut également tenir compte de la poésie druidique. Je me rends compte que ce que je dis peut être mal perçu par certains, mais si vous me suivez, vous verrez qu'il y a de la vérité derrière tout ça. Ceci étant dit, une question que vous pourriez vous poser est la suivante. Pourquoi ont-ils dissimulé les Phéniciens ? Pourquoi les Juifs détestent-ils les Noirs ? Ou du moins les Juifs qui respectent le Talmud ? Bien, je vais vous dire pourquoi. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous connaissez le lien que j'ai fait entre les Juifs et les Phéniciens. À la base, les Juifs sont en colère parce qu'ils sont une race mixte. Ils n'ont pas le sang hyperboréen pur. Extrait du livre de David Goldenberg, The Curse of Ham, un professeur de l'Université d'Amsterdam qui a été nommé à la tête de l'Institut de recherche en sciences sociales de l'Université d'Amsterdam. Il n'y a pas longtemps, la Pennsylvanie a résumé ce point de vue dans sa profondeur d'anti-noirité. Le judaïsme rabbinique considérait les Noirs comme le peuple dépourvu de valeurs ultimes et de valeurs sociales rédemptrices. Oui, les Grecs sont un mélange, les Siciliens sont un mélange. Toutes les différentes races humaines modernes proviennent de ce mélange originel de ces êtres. Et c'est peut-être de là que proviennent les différentes variations de la forme humaine. Je voudrais que nous travaillions ensemble et que nous recherchions la vérité profonde. Nous ne la trouverons jamais avec la haine ou en pensant qu'une race est meilleure qu'une autre. Car oui, croyez-moi, nous sommes tous faits d'esprit et rien n'y changera. Permettez-moi maintenant de terminer avec le Timée de Platon. Vous pouvez voir que nous avons été côte à côte pendant des milliers d'années. Dans Timée, Solon est blanc, ou probablement métis. Le prêtre de l'Égypte est un mort. Voici ce que le prêtre d'Égypte dit à Solon. Citation. Les généalogies dont tu nous as parlé tout à l'heure, Solon, ne valent pas mieux que des contes d'enfants. En premier lieu, vous ne vous souvenez que d'un seul déluge, mais il y en a eu beaucoup d'autres auparavant. Ensuite, vous ne savez pas qu'autrefois habitait dans votre pays la plus belle et la plus noble race d'hommes qui ait jamais vécu, et que vous et toute votre ville descendez d'une petite graine ou d'un reste d'entre eux qui a survécu. Parce que sur plusieurs générations, les survivants de cette destruction sont morts sans laisser de traces écrites. Et il fut un temps, dit-on, avant le grand déluge, où la ville qui est aujourd'hui Athènes était la première en matière de guerre et à tous les égards la mieux gouvernée de toutes les villes. Il est dit qu'elle a accompli les actes les plus nobles et qu'elle a eu la plus belle constitution. Solon s'étonna de ces paroles et pria instamment les prêtres de l'informer exactement, et en bonne et due forme, sur ses anciens citoyens. « Tu es le bienvenu, Solon, dit le prêtre, pour ton propre intérêt et pour celui de ta cité, et surtout pour celui de la déesse qui est à la fois la patronne, la mère et l'éducatrice de nos deux villes. Elle a fondé votre ville 1000 ans avant la nôtre.
elle a reçu de la terre et d'Héphaïstos la semence de votre race. Puis elle a fondé la nôtre, dont la constitution est inscrite dans nos registres sacrés comme étant vieille de 8000 ans. » Fin de citation. Le dieu commun était Artémis, mais c'est beaucoup plus ancien. La déesse Diane vient des Phéniciens. Le protecteur commun et l'éducateur des parents étaient peut-être la race androgyne que je mentionne dans d'autres vidéos. Il s'agit des Hyperboréens. Le but de cette vidéo est de vous montrer que les anciennes races divines des Hyperboréens et des Cimériens ont dû se mélanger et créer le melting pot de culture que nous voyons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'histoire des Noirs a été supprimée, parce que les Grecs, les Juifs et les Romains sont contrariés par le fait que leur sang n'est pas du sang hyperboréen pur. Et c'est là la racine du racisme, l'obsession d'une lignée pure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mon intention n'était pas de déformer des informations, mais d'essayer d'ouvrir le sujet à des recherches plus poussées. Laissons tomber les jugements déplacés que nous portons les uns sur les autres. Tout ce qui compte, c'est que nous posions des questions et devenions plus curieux. Merci d'avoir regardé et j'espère que cela vous aidera à résoudre une partie du puzzle que nous connaissons sous le nom de Tartaria. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là, il y a la glisonne. Et le modèle de sa jauge. Et aux terres connues et inconnues, recouvertes d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Ouais. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. Beltégieuse, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile, la cinématique Ouais. est bien claire sur cette image. Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate.